Bien. Donc, disons que on commence par l'exercice 61. C'est un petit exercice où on nous dit qu'il faut donner une série d'effectifs total 9, d'étendue 12, d'écart interquartile 5 et de médiane 20. Donc, première chose que vous faites, comme je vous l'ai montré la dernière fois, hein, on fait 9 petits points qui vont... ça permet d'imaginer notre série ordonnée ici. Et on sait qu'on doit compléter ces 9 valeurs. Donc, première chose, le fait que n soit égal à 9, ça nous permet de positionner la médiane. Vous savez que quand n est impair, ben c'est très facile, la médiane c'est une des valeurs de la série. On calcule n plus 1 sur 2, c'est-à-dire 9 plus 1 sur 2, ça fait 10 sur 2, 5. Et ça veut dire que la médiane sera la 5e valeur de la série. Donc 1, 2, 3, 4, 5, puisque la médiane doit être égale à 20, on est sûr que ici, c'est 20. Et ça, c'est notre médiane. Ensuite, on sait que l'étendue doit être égale à 12, ça veut dire l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série doit être égal donc à 12. Donc, bon, ça on peut se dire qu'on peut le faire après ou attendre de voir s'il y a autre chose. Et il nous faut que l'écart interquartile soit égal à 5. Alors, puisqu'on nous donne l'écart interquartile, c'est l'écart entre Q1 et Q3, bah, il faudrait pouvoir choisir à quelle position se trouvent Q1 et Q3. Donc vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on fait pour trouver Q1 et Q3? On divise l'effectif total par 4. 9 divisé par 4. 9 divisé par 4, c'est égal à 2,25. Et donc ça vous dit que Q1, c'est la 3e valeur de la série. Vous prenez l'entier qui est au-dessus, qui est supérieur à n sur 4. Donc, et la 3e valeur de la série. Voilà. Donc, 1, 2, 3, on sait que Q1 va être ici. Et pour avoir Q3, vous faites 3n sur 4 ou 3 quarts de grand N. Donc c'est 3 fois 9 sur 4. Donc ça fait, ça nous fait donc 3 fois 9, 27 divisé par 4, ça fait 13,5, ça fait 6,75. Donc on sait que Q3, vous prenez l'entier supérieur, ce sera la 7e valeur de la série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est sûr que Q3 se trouve ici. Et donc, maintenant, il faut que l'écart interquartile soit égal à 5. Bon, ça c'est facile. On va prendre, par exemple, ici 22, et puis ici 17. Vous voyez que comme ça, l'écart entre les deux est bien égal à 5. L'écart interquartile. Et enfin, bah, après, on peut compléter parce qu'on veut, si ce n'est qu'on veut que l'étendue soit égale à 12. Donc, bah, si je prends par exemple 15 ici, et ben 15 plus 12, ce sera égal à 27. Et donc, vous voyez que là, j'ai bien mon étendue. Donc ça, c'était l'écart interquartile qui valait 5. Et mon étendue qui est égal à 12. Et maintenant, il n'y a plus qu'à compléter. Bah, 16. Là, je peux mettre 21. Pardon, n'importe quoi. Je peux mettre 19. Là, on peut mettre 21, et puis là, on peut mettre 26. Voilà une série possible. Ce qui est important, évidemment, c'est d'avoir compris un peu tout le raisonnement. Dans quel ordre je raisonne pour trouver cette série-là. Ça va? Bien. Vous me dites hein, s'il y a des questions, etc. Le 62. Alors, le 62 donnait une série d'effectifs total 8. Donc là, cette fois, j'ai 8 valeurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
le premier quartile doit être égal à la médiane et vaut 10. Et la moyenne doit être égale à 7. Alors, déjà, j'ai 8 valeurs. C'est toujours notre premier départ. Grand N, l'effectif total est égal à 8. Donc, on peut calculer la position de la médiane. Alors, on sait que quand c'est pair, vous savez que la médiane, elle va se trouver entre la n sur 2e valeur et n sur 2 plus 1e valeur. Donc, c'est-à-dire ici entre la 4e et la 5e valeur. Et qu'on prendra normalement la demi-somme entre les deux. Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la 4e. Ça, c'est la 5e. La médiane, elle est censée se trouver ici. En médiane, des fois, on écrit ME, des fois, on écrit petit m. Gardons petit m. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle du premier quartile. Le premier quartile, c'est Q1. Donc, Q1, vous savez que pour trouver sa position, vous faites n sur 4. N sur 4, c'est 8 sur 4, c'est égal à 2. Et donc, vous savez que Q1, c'est la deuxième valeur. Donc Q1, il se trouve ici. Or, il y a une contrainte importante puisqu'on nous dit que le premier quartile doit être égal à la médiane et vaut 10. Ça veut dire que là, c'est 10, mais on veut que la médiane aussi soit égale à 10. Ah ben, il n'y a pas de problème, il suffit de mettre des 10 partout. Vous voyez que quand je mets des 10 partout ici, j'ai bien Q1 qui vaut 10, et j'ai bien la médiane qui vaut 10, puisqu'elle est entre 10 et 10. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Après, on veut que la moyenne soit égale à 7. Alors, la moyenne égale à 7, vous savez que la moyenne, on va faire la somme de toutes les valeurs et diviser par le nombre de valeurs. Donc là, je vais augmenter un peu. Je vais mettre, je sais pas moi, 11. Je peux même mettre mettons 11, 12, 13 par exemple. Voilà. J'ai complété par n'importe quoi. Et il me reste plus qu'une seule valeur à compléter, c'est la valeur la plus basse. Qu'est-ce que je sais? C'est que je veux une moyenne égale à 7. Alors, pour avoir une moyenne égale à 7, vous voyez qu'on n'a que des valeurs au-dessus de 7. Il faut que cette valeur soit relativement basse. Elle va sûrement même être négative. Mais on a le droit d'avoir des valeurs négatives aussi. Donc je sais, je vais l'appeler petit x, ma valeur là, que je cherche. Je sais que petit x, ah non, x c'était pas une bonne idée puisqu'on a déjà x bar. On va l'appeler tiens, c'est le minimum. Min. On va l'appeler min. Donc je sais que le minimum plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, j'en ai 4, plus 11, plus 12 et plus 13, le tout divisé par 8, on veut que tout ça se soit égal à 7. Vous voyez que c'est comme une petite équation à résoudre. C'est pas très compliqué. On multiplie par 8 de chaque côté, ça fait 8 fois 7, 56, qui doit être égal au minimum, plus ce nombre-là. Alors on peut le calculer, ça fait 40, 50, 60, 70, 76. Vous voyez qu'il faut que le minimum plus 76 soit égal à 56. J'ai multiplié par 8 pour trouver 56. Et donc ça fait 56 moins 76, qui est égal au minimum. Et donc, c'est égal à moins 20. Ça y est, on a trouvé notre valeur. Il suffit d'avoir moins 20 ici pour que la moyenne soit égale à 7. Alors, c'est des exercices vraiment pas classiques de statistiques. C'est des exercices de raisonnement pour bien comprendre si vous manipulez bien les notions de quartile, de moyenne, etc. Ils sont pas très faciles. C'est difficile des fois de bien s'y prendre, donc mais c'est des bons exercices. Donc c'est pour ça que je vous les ai un petit peu tous donnés là, entre le 58 au 62. Ces 5 exercices-là étaient voilà intéressants pour bien manipuler, voir si vous manipulez bien un peu toutes ces histoires de quartile, de moyenne. Et donc celui-là un petit peu plus technique, le fait que là il fallait penser à avoir plusieurs fois la même valeur pour que la médiane et le premier quartile soient tous les deux égaux à 10. Ça va, des questions sur
cet exercice 62? N'hésitez pas, encore une fois, à intervenir ou à poser des questions. Il n'y a pas qu'une seule, on est d'accord qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas trouvé la même chose, mais si c'est cohérent, là, une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'il y ait que des 10 pour que ça marche. Les 4 ici, de la deuxième position à la quatrième, doit être que des 10 par rapport à notre énoncé. Après, vous pouvez compléter un petit peu par ce que vous voulez, votre série ordonnée. Bien. Allons-y pour le 63. Alors, ça n'a rien à voir. Là, on a un exercice vraiment complet de statistiques. C'est vraiment un exercice, on va dire, synthèse de ce chapitre. Donc, bah voilà, allons-y. Regardons un petit peu tout ça. Donc, on vous dit, on effectue des mesures sur une chaîne de production d'une usine qui remplit des bouteilles avec du jus de pomme. Donc, on a pris des mesures. Donc, on a ici, par exemple, trouvé une bouteille qui contenait 95 centilitres de jus de pomme. On a trouvé 25 bouteilles qui contenaient 101 centilitres de jus de pomme. Hein, voilà comment on lit. C'est un seul tableau, évidemment, qui se lit comme ceci. Première question, petit a, combien de bouteilles ont été testées? Ah ben là, il faut faire la somme. Hein, donc on peut le faire à la calculatrice. Donc on fait la somme de tous les effectifs, puisqu'on sait, on va évidemment en avoir besoin. Donc 1 plus 3, voilà. On va recommencer. Donc 1 plus 3 plus 15. Alors, plus 23, plus 31, plus 85, plus 25, plus 12. Alors, moi j'ai 195 bouteilles, voilà, a priori. Donc, on a trouvé que l'effectif total, grand N, donc 1 plus 3 petits points, plus 12, 195. Donc, 195 bouteilles ont été testées. Bien. Deuxième question. Comparer les proportions de bouteilles de capacité strictement supérieure à 100 centilitres et de capacité strictement inférieure à 100 centilitres. Strictement supérieure, strictement inférieure. Donc, ce sont les proportions qui nous intéressent. Les proportions, c'est le rapport entre le nombre de bouteilles sur le nombre total de bouteilles. Donc, si on s'intéresse à la proportion de bouteilles qui sont supérieures à 100, je vais l'écrire comme ça. Voilà. D'accord? La proportion des bouteilles dont la capacité est strictement supérieure à 100. Pour le calculer, je vais faire le rapport entre le nombre de bouteilles qui ont une capacité strictement supérieure à 100 sur le total. Donc ici, sur 195. Donc, il suffit de calculer, ben, ça fait 25 plus 12, c'est-à-dire 39. Donc j'ai 39 bouteilles sur 195 qui ont une capacité strictement supérieure à 100. Alors, on pourrait la laisser comme ça, mais j'aime bien la voir aussi. Rappelez-vous, les proportions, c'est les nombres entre 0 et 1 qu'on peut traduire en pourcentage. Donc j'aimerais bien qu'on le traduise en pourcentage. Pour ça, on prend la calculatrice et on écrit 39 sur 195. Alors il va me donner en fraction irréductible, ça fait 1 cinquième. Et 1 cinquième, évidemment, ça fait 0,2. D'accord? En écriture décimale. 0,2. Donc c'est égal à 0,2, c'est-à-dire il y a 20%, une proportion qui fait 0,2. Ah oui, pardon, c'est pas 39, c'est 37, excusez-moi. J'ai dit que c'était 25 plus 12, 37. Hein. Donc c'est 37, c'est pas tout à fait 0,2 d'ailleurs. Donc c'était, hop, recommençons. 37 sur... Oups.
37 sur 0 sur 195. Donc ça nous donne à peu près 0, on va mettre, on va arrondir à peu près à... alors c'est dommage, 10 moins, si j'ai arrondi à 10, bah, ça fait à peu près 0,19. Hein. Donc si on arrondit à 10 moins 2 près, même 10 moins 3 près, ça fait à peu près 0,19. Donc environ 0,19, donc il y a environ 19% des bouteilles dont la capacité est strictement supérieure donc à 100 centilitres, c'est-à-dire à 1 litre. Hein. Ok, on fait maintenant la proportion donc des bouteilles dont la capacité est strictement inférieure à 100. Donc, de la même manière, on va calculer le nombre de bouteilles dont la capacité est strictement inférieure à 100. Donc c'est 1 plus 3 plus 15 plus 23 plus 31. Voilà, c'est tout. Alors ça nous fait combien? 1 plus 3, ça fait 4, 19, 19, 39, 42, 42, et 31, ça fait 73. Donc environ 73 sur 195. Donc on trouve environ 0, alors si j'arrondis à, on va faire 0,374, environ 0,374, c'est-à-dire 37,4. Parce que là c'était environ 0,190 en fait, hein, même en arrondissant à 10 moins 3 près. Donc il y a environ 37,4% des bouteilles donc dont la capacité est strictement inférieure à 100 centilitres. Voilà, pour cette question, petit b. Alors évidemment, la comparaison, bah, clairement, il y a plus de bouteilles qui ont une capacité strictement inférieure à 100 que de bouteilles qui ont une capacité strictement supérieure, hein, puisqu'on les a calculées, donc la comparaison est simple. Maintenant, question petit c, calculer. Donc la chaîne de production est considérée comme fonctionnelle si. Et donc là, il y a plusieurs contraintes pour qu'on dise qu'il n'y a pas de problème dans la chaîne de production. Il faut que l'étendue soit inférieure à 10 centilitres. Il faut que le volume médian soit égal à 100 centilitres, que le volume moyen soit égal à 100 centilitres à 1 centilitre près, c'est-à-dire en gros entre 99 et 101. Dans l'intervalle 99-101, mais attention, c'est plutôt dans l'intervalle 99,5 100,5, puisqu'il faut quand on arrondisse au centilitre près, ce soit égal à 100. Et il faut qu'au moins 90% de la production soit dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma, où sigma est l'écart type de la production. Et vous voyez que là, il y a, voilà. Avec toutes ces contraintes, que peut-on conclure quant à cette chaîne de production? Est-ce qu'on considère qu'elle est fonctionnelle ou est-ce qu'on considère qu'elle n'est pas fonctionnelle? Et dans ce cas-là, il faut faire des réglages, faire passer des techniciens, re-régler les machines, etc. Donc là, on a plein de contraintes, on a exactement 4 contraintes, il va falloir vérifier chacune d'elles. Ok? Alors,
Évidemment, ça peut se faire assez rapidement à la calculatrice en rentrant les valeurs et en demandant de nous calculer directement tous les indicateurs statistiques, c'est-à-dire la médiane, la moyenne, l'écart type, etc. Mais on va essayer de le faire à la main pour s'entraîner une dernière fois à faire ces calculs-là à la main et on vérifiera à la calculatrice. Alors, commençons par la première contrainte, ça c'est la plus facile, c'est l'étendue. Donc ça, on n'a pas... Vous voyez, j'ai préparé un tableau ici pour qu'on puisse après travailler. Donc on est la question petit c, commençons par l'étendue. Donc l'étendue, vous vous rappelez, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc c'est évidemment 102 moins 95, c'est égal à 7. On voulait que l'étendue soit inférieure à 10 centilitres, donc c'est bien strictement inférieur à 10, donc voilà, donc la première, on va faire ça, on va dire, ok, ça c'est bon, valider pour le premier, d'accord? Valider la première contrainte. Deuxième contrainte, le volume médian vaut 100. Alors pour le volume médian, c'est là où j'ai commencé, regardez, à vous préparer un tableau avec les effectifs cumulés croissants. Vous vous rappelez, on avait dit que c'était la bonne méthode pour déterminer la médiane, l'écart type. Donc allons-y, puisque ça va nous permettre de savoir les positions un peu plus précises. Donc, évidemment, 95, il n'y a qu'une seule valeur qui est inférieure ou égale à 95. 1 plus 3, 4. 4 valeurs qui sont inférieures ou égales à 96. 4 plus 15, 19. Il y a 19 bouteilles qui ont une capacité inférieure à 97. Vous vous rappelez, c'est comme ça qu'on fait. On rajoute la valeur suivante. 19 plus 23, ça fait 42. 42 plus 31, on en est à 73. 73 plus 95, ça fait 158. 158 plus 25, ça fait 183. Et 183 plus 12, 195. Et là, vous avez toujours l'effectif total. Puisque ce 195 veut dire qu'il y a 195 bouteilles dont la capacité est inférieure ou égale à 102 centilitres. Donc c'est normal puisque ça correspond à toutes les bouteilles. Bien. Allons-y pour maintenant, on s'intéresse au volume médian. Donc le volume médian, on prend grand N, c'est 195, et vous savez que c'est impair. Donc c'est facile de savoir où se trouve donc la médiane. Il suffit de faire N plus 1 sur 2 pour trouver sa position. 195 plus 1 sur 2, ça fait 196 sur 2. Et donc ça fait 98. Ça veut dire que la médiane est la 98e valeur de la série. Donc la 98e, c'est très facile, regardez. Ici, ce 73 veut dire que la 73e valeur, c'est 99. Que la 74e valeur, c'est un 100. Et comme de la 74e valeur jusqu'à la 158e valeur, c'est que des 100, on est sûr, ici, que la médiane est égale à 100. C'est un de ces 85 100, la médiane. Donc la médiane, elle vaut 100. Donc ici, est-ce que le volume médian vaut 100? Oui, c'est validé. C'est bon. On va mettre un petit OK ici. Donc OK. Calculant maintenant le volume. Alors là maintenant, c'est le volume moyen, X bar. Alors là, X bar, je suis obligé de faire tout le calcul. Donc on sait que ça va être 1 fois 95 plus 3 fois 96 plus 3 petits points plus 12 fois 102, le tout divisé par 195, l'effectif total. 195. Donc allons-y, on va faire le calcul. Alors, donc ça fait, je me décale un peu là.
Alors, donc, 1 fois 95 plus 3 fois 96, 15 fois 97, 23 fois 98, attention évidemment de ne pas prendre les effectifs cumulés croissants, hein. Plus 31 fois 99, plus 85 fois 100, plus 25 fois 101, plus 12 fois 102. Le tout divisé par 195. Donc ça nous donne ici 54 environ 99,54. Et quand on arrondit à 10, alors ça c'est donc la moyenne. Et nous, on a besoin que le volume moyen soit égal à 100 à 1 centilitre près. Si vous arrondissez au centilitre près, vous voyez bien que 99,54, ça va s'arrondir à 100. Donc ça, c'est à peu près égal à 100 centilitres à 1 centilitre près. Alors, les centilitres, il faut que je les écris un petit peu mieux. 1 centilitre près. Et donc c'est bon. La troisième contrainte est vérifiée. Donc on calcule la moyenne et on voit si l'arrondi à 1 près, ça fait bien ça. Et enfin, il y a une dernière contrainte, il faut au moins que 90% de la production soit dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma. Donc il va falloir évidemment calculer l'écart type. Alors vous vous rappelez, pour calculer l'écart type qui évalue donc la dispersion, le fait que ce soit dispersé, il faut qu'on commence par calculer la variance. Comment est-ce qu'on calcule la variance? La variance, c'est l'effectif multiplié par l'écart entre la valeur et la moyenne, donc c'est 95 moins 99,54 au carré, plus 3 fois 96 moins 99,54 au carré, et plus 3 petits points, le dernier c'est 12 fois 102 moins 99,54 au carré. Alors ce qui est pas très bon dans mon histoire, c'est que quand même j'utilise, vous avez vu que j'utilise une valeur approchée de x bar. Donc quand on utilise une valeur approchée, le problème c'est qu'il y a un risque il y a évidemment un risque que l'erreur se propage, parce qu'on commet une erreur quand on utilise une valeur approchée. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a. Donc voilà le calcul de la variance, et on sait que l'écart type ce sera la racine carrée donc de ce nombre-là, mais je suis obligé de le calculer. Donc, alors est-ce que je pourrais pas revenir un petit peu en arrière ici, et on va essayer de voir si je peux rajouter. Donc c'est 95 moins 99,54 au carré. Ensuite, 3 fois 96 moins au carré. C'est un peu pénible, je pourrais vous donner directement le résultat, mais je trouve ça bien que vous voyez qu'on peut le faire directement. Hein. 99,54 au carré. Donc c'est vrai que le calcul de la variance c'est un peu fastidieux. Vous verrez en première qu'il y a une autre formule qui permet de le calculer un peu plus vite, mais qui n'est pas à votre programme cette année. Bon, et puis on sait que la calculatrice nous le calculera directement, en tout cas elle calculera l'écart type directement. Donc c'est vrai que
c'est vrai que c'est bien de s'entraîner un petit peu à le faire au début, puis après, rapidement, on utilise la calculatrice, hein. Voilà, 25, j'y suis presque. J'espère que je ne me sois pas trompé. Ok, regardons ce qu'on trouve comme variance. Alors, on trouve moi je trouve là comme variance 1,85. Et si je prends la racine carrée, puisque c'est l'écart type qui va nous intéresser, donc de mon résultat, voyons si ça correspond à ce que je dois trouver. A priori, c'est bon, c'est ça. Donc, on trouve à peu près 1,85 pour la variance. Donc, environ, on va mettre un peu plus précis que 1,85. Donc, je vais mettre 1,859, environ 1,859 pour la variance. Et donc, l'écart type, c'est sigma. Vous vous rappelez que sigma, ça vaut la racine carrée de V. Et ça, donc, c'est environ égal à racine de 1,859 qui doit faire environ 1,36. Et là, rappelez-vous que l'écart type, c'est en centilitres aussi, puisque les valeurs sont des centilitres. Alors, donc, on a notre écart type. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle un petit peu ce qu'il faut faire ici. On voudrait qu'au moins 90% de la production soit dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma. Donc, on va évidemment d'abord déterminer cet intervalle. Alors, notre intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué que cet intervalle, dans le cas où la série était finalement répartie autour de la moyenne sous une forme comme ceci, là, c'est-à-dire peu de valeurs extrêmes et la plupart des valeurs autour de la moyenne, que cet intervalle devait contenir 95% des valeurs. Mais ça, c'est dans un cas un peu particulier où on a une répartition qui ressemble à ça. Donc nous, on veut justement vérifier déjà, nous on voudrait au moins 90% des valeurs. Donc c'est ça qu'on va regarder. Alors, x bar, c'est donc 99,54. Et puis 2 sigma, la sigma c'était 1,36. Et donc on va calculer 99,54 plus 2 fois 1,36. Déjà pour voir quel est notre intervalle. Donc 99,54 et donc moins 2 fois 1,36. Et on trouve 96,82. 96,82. Et ensuite, je reviens en arrière. Je mets un plus à la place. Et on trouve 102,26. Bien. Donc voilà notre intervalle. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Alors je vais quand même rajouter une page. Donc on doit vérifier maintenant que cet intervalle-là contient bien 90% des valeurs. Donc on va calculer la proportion des bouteilles dont la capacité entre 96,82 et 102,26. Donc 96,82, ça veut dire qu'on va exclure toutes celles qui sont strictement inférieures à 97. Donc on en exclut en fait 4. 1 plus 3, 4. Par contre, 102,26, vous voyez que je les prends toutes là. Donc j'ai juste 4 valeurs à exclure.
ça me fait donc, évidemment, la proportion. Donc la proportion dans cet intervalle-là, là, ok, et la proportion, c'est 195 moins les 4 valeurs, ça fait 191 sur 195. Regardons si ça dépasse 90%. Et donc, quand on calcule ça, 191 bouteilles sur 195, on trouve environ 0,9795. Ça fait environ 0,9795. Ça veut dire 97,95% des valeurs sont dans l'intervalle. Et donc, c'est bien strictement plus grand que 0,9, puisqu'on voulait au moins 90%. Et donc, la dernière condition est bien vérifiée. La dernière condition qui disait qu'au moins 95% des valeurs étaient dans cet intervalle. Conclusion, la chaîne est bien fonctionnelle. La chaîne est bien fonctionnelle. Vous voyez que c'est un exercice vraiment complet, puisqu'il nous fait calculer presque tous les indicateurs, sauf les quartiles, et tous les autres indicateurs de la série statistique, qui permet de pouvoir décider quelque chose. Et ça, c'est vraiment des statistiques qui sont véritablement utilisées en entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, il y a le service contrôle qualité qui s'occupe aussi en tout cas de décider quelles doivent être les normes, qu'est-ce qui doit être respecté, et puis on va prélever un échantillon pour vérifier si tout ce qui est indiqué, toutes les normes qui sont censées être respectées, pour vérifier si on a bien les bons chiffres, et sinon on doit régler la machine. Et ça peut en particulier être comme ça des valeurs, des intervalles dans lesquels doivent se trouver les valeurs. Donc on se sert des indicateurs, souvent sur un échantillon, puisqu'on peut souvent pas tester toutes les pièces. Surtout dans des usines comme ça, qui fabriquent des bouteilles à la chaîne. On va pas tout tester, ça coûterait beaucoup trop cher. Par contre, on va en prélever un certain nombre, et on va faire des statistiques sur ce nombre-là pour pouvoir vérifier si ça a l'air d'être cohérent avec ce qu'on attend. Donc ça, c'est des exercices de statistiques que vous allez rencontrer assez fréquemment en première, en terminale et même après. Des statistiques qui permettent de prendre des décisions, de faire des estimations. On appelle ça des statistiques inférentielles. Et donc, c'est vraiment la partie statistique du lycée qui est importante. Voilà. Mais en seconde, il fallait apprendre à calculer ces fameux indicateurs qui étaient la moyenne, les écarts types, les quartiles, la médiane, etc. Voilà pour l'exercice 63. Ça va pour tout le monde? Alors, il nous restait un exercice qu'on n'avait pas corrigé, c'était le numéro 51, je crois. Donc je voudrais qu'on le corrige maintenant, comme ça on se dira qu'on a vraiment tout fait. On aura fait pas mal d'exercices. Je sais que c'est quand même pas évident pour vous à la maison, là, vous ne posez pas beaucoup de questions, donc vous y arrivez pas toujours. Je peux comprendre, hein, c'est moins facile, mais c'est bien de continuer à vous accrocher, de continuer à suivre tout ce que vous pouvez, et voilà, tout ce que vous aurez déjà un peu compris, ça vous aidera pour l'année suivante. Donc même si c'est pas parfait, et même si voilà, vous arrivez peut-être pas tout seul à faire les exercices à la maison en entier. C'est vraiment là un chapitre encore, les statistiques, qui sont importants pour tout le monde, en particulier pour tous les élèves qui vont faire la voie technologique, STMG, STI2D, qui auront aussi des statistiques. Alors, allons-y pour le 51. Donc le 51, si vous avez eu le temps de noter, c'était ce petit exercice-là. Vous n'avez pas eu le temps de corriger. Ça va, vous avez eu le temps de noter là 63, parce que je vais assez vite, mais c'est même si vous pouvez revoir les vidéos, comme je suis pas bien sûr que vous le faites, il faut que vous ayez eu le temps de tout noter. C'est bon pour tout le monde? Vous avez le droit d'intervenir ou de me dire attendez, pas fini.
Bon, allons-y. Alors, le 51. Donc, pour terminer. Donc, on vous dit, Nicolas et Stéphane jouent aux jeux vidéo, les héros de la guitare. Donc, dont le but est de reproduire des morceaux de musique célèbres. Donc, à la fin de chaque essai, le jeu indique la proportion P de fausses notes faites par le joueur. Le tableau suivant donne les fréquences obtenues par les deux joueurs. Donc ici, alors regardez, la série de données, ce sont des proportions. Alors, vous avez vu, elles sont même d'ailleurs ordonnées dans le sens inverse. 50%, 40, 30%, c'est donc les proportions de en pourcentage, là, le pourcentage de fausses notes. Et ici, ce ne sont pas les effectifs. Ce sont finalement les proportions, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont les fréquences, hein, on dit les fréquences, on dit les proportions, les fréquences, obtenues par les deux joueurs. Alors, qu'est-ce que veut dire ce 0,06? Eh ben, ça veut dire que Nicolas, il y a, alors moi je le comprends comme ça, dans 6% des parties, il a commis 50% de fausses notes. Dans 13% des parties, il a commis 5% de fausses notes. Alors, ce qui est compliqué dans cet exercice, mais qui est aussi intéressant, c'est que et les valeurs sont des pourcentages, et c'est pas les effectifs qui sont donnés, c'est pas le nombre de parties qui est donné, mais c'est la fréquence des parties qui est donnée. Et comme on les traduit souvent en pourcentage, eh ben, il y a des pourcentages là qui se mélangent un petit peu. Hein. Stéphane, lui, par exemple, dans 9% des parties, il a commis 20% de fausses notes. Voilà ce que ça raconte. Comparer les prestations de Nicolas et Stéphane à l'aide du couple médiane et écart interquartile. Donc, on a en fait deux indicateurs à calculer. Or, médiane, écart interquartile, ce sont des indicateurs, vous savez, qui se calculent avec les fréquences cumulées. Alors là, j'ai marqué croissante, mais c'est évidemment pas croissante qui va nous intéresser. Ça va être les fréquences cumulées décroissantes. Non, pardon, je dis, c'est bien les fréquences cumulées croissantes, mais ici, on a en fait nos valeurs qui, les valeurs décroissent, mais on va quand même additionner nos effectifs. Donc c'est bien le décroissant, croissant, pardon, qu'on va faire. Alors, par exemple, le premier, 0,06, ça veut dire 6% sont supérieurs à 50. Si je vais rajouter les 0,7, donc ça va me faire 0,13. Ça veut dire que j'ai 13%, dans 13% des parties, Nicolas, il a commis un nombre supérieur ou égal à 40% de fausses notes. Enfin, une quantité supérieure ou égale à 40% de fausses notes. Je rajoute le 0,16, donc ça fait 0,29, puis 0,28, donc ça fait 0,57. Ensuite, ça nous fait du 0,77, puis ça fait du 0,90, 0,9 et 1. Voilà. Ce 0,9 veut dire que dans 90% des parties, Nicolas a fait un nombre supérieur ou égal à 5% de fausses notes. Ça va? Ensuite, donc là, c'est pas des effectifs cumulés croissants, ce sont des fréquences cumulées croissantes. Autrement dit, il faut voir ça comme des fréquences, des pourcentages, mais vous savez que ça va nous suffire aussi pour déterminer la médiane, les quartiles, etc. Ce sera peut-être même plus facile. Donc, fréquence cumulée croissante pour Stéphane. Donc, on a 0,02. Voilà. 2% des parties, un nombre supérieur ou égal à 50% de fausses notes. Donc, ça nous fait du 0,11. Ensuite, on rajoute, ça fait 0,32. Ensuite, ça fait 0,41. Ensuite, c'est égal à 0,70, 0,7, 0,9 et 1. Voilà. Donc ce 0,41 veut dire que dans 41,
quand 41% des parties, Stéphane a commis un nombre supérieur ou égal à 20% de fausses notes. D'accord? Bon. Alors, on nous demande de déterminer donc la médiane. Alors, la médiane, ici, donc la médiane pour évidemment, il nous faut qu'on calcule où se trouve, en fait, puisqu'on a des fréquences, où se trouvent les 50%. Or, ici, on voit bien qu'on a, en fait, on a 29% des valeurs qui sont supérieures ou égales à 30. On a 57% des valeurs qui sont supérieures ou égales à 20. Et donc, si vous voulez, obligatoirement, de toute façon, il n'y a pas d'autre valeur que ces pourcentages-là. Donc, le 50%, il ne se trouve parmi les 20. Il se trouve, c'est un 20. Donc, on est sûr que pour Nicolas, on va mettre ici, on va faire un petit tableau comme ça. Alors, c'est Nicolas sans S, hein. Ça doit exister aussi comme, même si c'est un peu moins classique comme prénom, puisque ils l'ont mis dans tout l'énoncé. Donc, je vais faire un petit tableau avec les indicateurs de chacun des deux pour qu'on puisse comparer. Donc, on a ici, on va mettre la médiane. Donc, la médiane, je peux marquer médiane. Voilà. Q1. Q3, et puis je calculerai I. Donc, la médiane Q1, Q3 et I. Donc la médiane, c'est un 20 pour Nicolas. Et pour Stéphane, alors on s'aperçoit que on va regarder où se trouve le 50%. Le 50%, vous voyez que c'est pas un 20, parce qu'il y a que 41% des valeurs qui sont supérieures ou égales à 20. Donc, c'est obligatoirement un 10. Ça veut dire que la médiane, elle fait partie des 10 en fait. Donc, la valeur médiane pour Stéphane est plus basse. Pour Q1, donc le premier quartile. Alors le premier quartile, c'est donc 25%. Alors peut-être que ça aurait été plus judicieux pour moi de mettre les fréquences cumulées décroissantes, on l'aurait peut-être mieux vu. Ouais, on aurait fallu... j'aurais dû les réagencer par ordre croissant, ça aurait peut-être été plus simple, même si c'était pas réagencé dans l'ordre croissant. Si on regarde où se trouve le 25%, parce qu'on va prendre comme premier quartile, on va imaginer qu'on les réagence dans l'ordre croissant. Donc, pour ça, regardez, je vais me rajouter un petit nombre, tant pis, j'avais pas prévu, mais je vais quand même le faire ici. Je vais faire les fréquences cumulées décroissantes. Alors, pour faire les fréquences cumulées décroissantes, vous partez de 1 au début, et vous allez enlever le 0,06. Donc, ça fait 0,94. J'enlève le 7, donc ça fait 0,87. J'enlève le 16, donc ça fait 0,71. Je soustrais 28, donc ça fait 0,43. Je soustrais 2, ça fait 0,23. Je soustrais 1. Je soustrais 13, ça fait 0,1. Et voilà ce qu'on appelle les fréquences cumulées croissantes. L'intérêt, c'est que là, vous voyez où se trouve le 25%. Et donc, pour Nicolas, vous voyez qu'il y a 23% des valeurs qui sont inférieures ou égales à 5. Et donc, le 25%, c'est un 10. Il est là, puisqu'il fait partie de ces... Alors, on aurait pu le trouver autrement, hein, mais il fait partie de ces valeurs-là. Donc, je m'excuse, ça aurait été beaucoup plus simple si je les avais réordonnées dans l'ordre croissant, plutôt que de faire les fréquences cumulées croissantes. Mais c'est pas très grave. Je fais pareil avec Stéphane, je refais les fréquences cumulées décroissantes, donc je pars de 1. J'enlève 0,2, ça fait 0,98. Moins 0,9, ça fait 0,89. Moins 0,21, ça fait 0,68. Moins 9, 0,59. Moins 29, 0,3. Moins 0,2, 0,1. Voilà. Donc, le premier quartile pour Stéphane,
ben, vous voyez que le premier quartile, on cherche le 25%, et là vous avez 30% ici, et là 10% qui sont supérieurs ou égal à 2, 30% supérieur ou égal à 5. Ça veut dire que le 25%, c'est-à-dire il est au niveau des 5. Hein. Le premier quartile, il vaut 5. Regardons Q3. Pour Q3, c'est 75%. Donc je regarde pareil dans les fréquences cumulées décroissantes, où se trouve le 75%. 10%, 23, 43, 71, 75. Pour Nicolas, c'est un 30. Et pour Stéphane, on regarde où se trouve le 0,75. Donc là, on n'y est pas, on n'y est pas. Et là, on dépasse. Donc c'est 30. Aussi, pour chacun des deux. Et enfin, pour calculer l'écart interquartile, grand I, là, vous savez qu'on fait la soustraction Q3 moins Q1, donc 30 moins 10, ça fait 20. 30 moins 5, ça fait 25. Et voilà, et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à conclure sur la comparaison des indicateurs de Nicolas et de Stéphane. Donc, on voit que Stéphane a une meilleure médiane, hein, puisque c'est un nombre de fautes, c'est un pourcentage de fautes. Stéphane, il a la moitié de ses parties où il a un nombre supérieur ou égal à 10% de fautes, et la moitié des parties où il a un nombre inférieur ou égal à 10% de fautes. Ok, alors que Nicolas, c'est avec 20. Donc évidemment, Stéphane a une meilleure médiane que Nicolas. Donc, Stéphane a une meilleure médiane puisqu'elle est plus basse. Hein. La meilleure médiane. Donc ça veut dire que il a l'air de faire moins d'erreurs que Nicolas. Par contre, si on regarde les écarts interquartiles, vous voyez que Nicolas, son écart, il est de 20, alors que Stéphane, il est de 25. Et donc, qui est le plus régulier des deux? Ça a l'air d'être Nicolas qui est quand même le plus régulier des deux. Donc, en revanche, son écart interquartile, donc, est supérieur à celui de Nicolas. Et donc, il est plus irrégulier que Nicolas. Donc, Stéphane est plus irrégulier que Nicolas. Alors, je vous rappelle que l'écart interquartile, ce grand I, ce n'est pas l'écart type. Il ne tient pas compte de toutes les valeurs. Il ne tient compte que des valeurs centrales. C'est-à-dire qu'il montre de l'irrégularité, si vous voulez, par rapport à Q1 et Q3, mais pas par rapport au minimum, au maximum, etc. Il faudrait calculer l'écart type si on voulait que ça tienne compte de toutes les valeurs. Mais on peut imaginer que ce qui se passe sur les 50% des valeurs centrales se passe aussi sur l'ensemble de la série. Donc c'est déjà un outil, un indicateur pour pouvoir faire une comparaison des deux. Dire, ok, c'est Stéphane qui semble faire le moins de fautes, mais il semble plus irrégulier que Nicolas. On n'a pas regardé plus dans le détail que ça, mais au moins, on a une manière de pouvoir donner une première indication, une première comparaison sur leur manière de jouer. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, peut-être que je suis passé un peu vite là sur les fréquences cumulées décroissantes. Vous vous demandez pourquoi on a fait en descendant. En fait, ça aurait été plus simple, peut-être que vous aviez pensé à le faire, de réordonner la série. Alors ils auraient dû le faire dès le début. Là, ils l'ont mis dans l'ordre décroissant. Puis en fait, on aurait dû réordonner du plus petit au plus grand et faire les effectifs cumulés croissants. Ça aurait été plus utile. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, vous pouviez aussi utiliser votre calculatrice pour vérifier tous ces indicateurs que la calculatrice vous redonnait. Hein, vous rentriez en liste 1 les valeurs de P, en liste 2 les fréquences, et vous faites calculer les indicateurs
voilà, c'est très important de savoir le faire à la calculatrice pour vérifier. Puis il peut y avoir aussi des exercices qu'on demande de faire entièrement à la calculatrice pour la partie calcul. Et s'en servir pour faire plutôt des interprétations. Hein. En première, vous aurez aussi des exercices comme ça. Bon, voilà pour aujourd'hui. Ça clôt le chapitre statistique. Et donc, mercredi, on attaque le nouveau chapitre. Donc, encore une fois, je vous demande seulement d'imprimer pour mercredi, peut-être que vous l'aviez déjà fait pour aujourd'hui, d'imprimer le nouveau cours sur les équations de droite, qu'on commencera à compléter mercredi à 9 h, quand on fera le cours. Je vous laisse tranquille d'ici mercredi, pas d'exercice à faire. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mercredi. Au revoir.